السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم. سمير معكم في حصة جديدة من حصص حوار سياسي. نرحب بكم في هذا العدد الجديد باش نديروا حوار في قضايا سياسية تهم الجزائر. واليوم عندنا ضيف on est très content de le recevoir en fait, monsieur عمر بن درة، خبير اقتصادي. السلام عليكم. مرحبا بك سي عمر. C'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. ضروري. C'est très bien, c'est important pour nous de poser des questions à des gens qui connaissent la situation algérienne. Moi, je voulais commencer par comment on tient ici entre nos mains un économiste algérien et puis surtout un militant des droits de l'homme. Donc, je voulais savoir un petit peu où en est la situation en Algérie à propos du Hirak. Depuis quelques semaines, le régime algérien il est en train de manœuvrer, etc. Et il essaie d'éviter le Hirak, de le neutraliser, etc. واش تعليق تقدر تدير لنا سي عمر؟ شوف، لو ريجيم خايف من العدد الثاني تاع الحراك. Le deuxième anniversaire du Hirak pour lui est une date qu'il craint, à mon avis, de manière exagérée. Parce que je ne crois pas, أنا ما حسيتش باللي الشعب راهو يعني يهتم بزاف بالتاريخ. Les dates, que ce soit le 21 février ou le 23 ou le 25, je ne suis pas un idolâtre des dates. Et je crois que les Algériens, d'une manière générale, sont politiquement très intelligents et ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle telle date ou telle date pour aller manifester ou là pour aller protester. Mais le régime craint ce deuxième anniversaire. Donc, عنده une double stratégie pour essayer de contenir le Hirak. D'une part, essayer la technique du vaccin, c'est-à-dire essayer de récupérer en l'affaiblissant le Hirak, en disant le Hirak, le Moubarak, la formule du Hirak Moubarak en soi est révélatrice des intentions de récupération du régime. Et d'un autre côté, il essaye de le diaboliser. Voilà, le Hirak, c'est une manifestation de l'étranger. Ça fait plusieurs mois, il y a des soi-disant experts qui nous expliquent que ce mouvement est une révolution de couleur, comme il y en a eu ailleurs dans le monde arabe et dans les pays d'Europe de l'Est, que ça vise à détruire le régime pour mettre un régime pro-occidental. Ça ne tient pas beaucoup la route. Personne n'achète cette discussion, car tout le monde sait que l'Occident soutient le régime algérien à bout de bras. Donc aujourd'hui, ce régime qui est complètement clochardisé dans son expression politique, يعني تشوف المستوى السياسي تاع النظام هذا تحت الأدنى، ضعف يعني يجهش. C'est une faiblesse insigne. Aucun programme, aucune structuration du discours politique, aucune vision globale. Hein. On a affaire à des gens qui, plus que jamais, font dans la fuite en avant. Aujourd'hui, le niveau de l'encadrement politique du régime, son apparence civile, comme sa réalité militaire, sont de très faibles niveaux. On l'entend, on le voit, on le constate. C'est très inquiétant. Parce que leur façon de gérer le Hirak à travers aujourd'hui le soi-disant soutien de Al-Qaïda, Al-Qaïda est d'âme في الحراك. يعني عجب. J'ai vu ça ce matin. Oui, absolument. C'est une entreprise de désinformation extraordinaire. Comment cette Al-Qaïda, qui est une branche des services secrets américains, qui est un prétexte offert à l'impérialisme pour entrer dans tous les pays arabo-musulmans, tiens, le voilà qui devient démocratique. Ils soutiennent le Hirak. Ils appellent même à marcher le 22. Voilà. Donc, on voit bien là aussi la manipulation grossière d'une organisation politique qui n'a jamais retenu l'attention des Algériens. الجزائريين ما يستعرفوش كامل بهذه القاعده هذه، يعرفوا الناس عندهم تجربه سياسيه، يعرفوا معنى القاعده واش الدور تاعها في التدخل الاجنبي الامبريالي في المنطقه العربيه. على بالهم بهذا الشيء. Donc, tout ça, c'est des faux fuyants, des espèces de manœuvres qui sont à la fois
grossière et ridicule. يعني هاد الناس ما عندهمش حتى المستوى تاعهم طاح واحد النيفو ils font presque pitié. وانت راك تقول سميتها dangereuse la situation هذه. Oui, la situation est dangereuse parce que le régime est crispé. Il est incapable de s'ouvrir et de se transformer parce que ce que demandent les Algériens, c'est une transformation démocratique de la situation. Ils veulent un État civil avec doula madaniya machi askariya. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient une transformation dans tel ou tel sens idéologique. Ils veulent une ouverture juridique, une ouverture démocratique du pays. Donc l'intelligence d'un régime qui est conscient des enjeux, l'intelligence d'un régime qui est conscient des enjeux, c'est de s'ouvrir, de faire des concessions, de permettre des élections propres, de permettre à ce qu'enfin des représentations légitimes du peuple arrivent, accèdent à des institutions réellement opérationnelles. Là, le régime vous dit non. Ils se crispent, ils font des élections bidons, grossières, en envoyant des militaires pour faire office de votants. Personne, c'est une comédie grotesque. Et non seulement ils persistent dans cette voie sans issue, mais en plus, ils continuent, comme par le passé, à se livrer à la torture, aux arrestations arbitraires, aux intimidations, à l'étouffement des voix contestataires. Donc, le Meydan Siyasi Marlouk, l'information est verrouillée, l'expression politique n'existe pas, et dans un contexte de délitement économique qui va en s'aggravant. Où vont ces gens ? Où est-ce qu'ils amènent le pays ? Ils sont prêts à se crisper sur le pouvoir jusqu'à la destruction du pays. C'est extraordinaire. Ce sont des gens qui sont aveuglés par cette volonté de monopoliser ad vitam aeternam. Est-ce que tu n'es pas optimiste? Il n'y a pas quelque chose à attendre d'eux, mais il y a à un moment, il faut, ou peut-être que le contexte peut-être changera. Il y a de quoi être optimiste, ou là, il faut aller dans ce que fait le Hirak et imaginer des solutions sans le régime, qui dépassent le régime. Comment tu vois ça? Il y a incontestablement, quand on fait un bilan froid du régime, on peut voir quelques aspects hérités plus ou moins positifs. Quels sont les aspects hérités positifs pour moi? C'est par exemple le soutien à la cause palestinienne. C'est par exemple le refus de la normalisation avec Israël. C'est aussi le soutien continu à la décolonisation du Sahara occidental. Donc il y a quand même un héritage lointain, mais quand même puissant, de ce régime, un peu des principes fondateurs de la révolution algérienne. C'est les côtés les plus acceptables. Mais pour le reste, c'est un désastre complet. Sur le plan de sa morale et de son éthique, c'est un régime de voyous. Ce sont des gens qui ont mis l'État algérien dans une situation de discrédit général. On voit bien la manière dont est gérée la justice algérienne. C'est une honte. Internationalement, l'Algérie est vue comme une espèce de sous-Corée du Nord, de sous-État totalitaire, parce que au moins la Corée du Nord a les capacités de se défendre face à un ennemi extérieur et a des capacités de s'affirmer face à des mesures de blocus, face à des embargos. Ah non, nous sommes sans défense. Ce discours sur la sécurité nationale qui reposerait uniquement sur l'armée ne tient pas la route. C'est une impasse politique. Nous avons bien sûr besoin d'une armée puissante, moderne, efficace. Mais une armée, dans une société écrasée, c'est une armée qui est vouée à l'échec et vouée à ne pas mener à bien ses missions si ses arrières ne sont pas assurées.
Est-ce que c'est pas le rôle qui lui est assigné visiblement dans la région de la Méditerranée et du Sahel? Est-ce que on le voit depuis quelques années, ils n'hésitent pas, il me semble. C'est juste une constatation de visu comme ça. Ouais. L'armée, elle est projetée sur le devant de la scène. En fait, en Algérie, on a des JT qui durent 1 heure, rien que sur les activités de l'armée, du général Flynn, etc. Et est-ce que on n'est pas dans une logique où ils veulent installer des militaires, je veux dire, et c'est eux qui vont gérer. Visiblement, je me dis que dans la région, l'armée algérienne, elle a son rôle, ou on lui a assigné un rôle dans la région, et on est dans ce schéma-là, un peu par rapport à ce qui se passe dans la région. Moi, j'y crois pas beaucoup parce que tu تشوف الحالة في ليبيا مثلا التدخل العسكري الجزائري ما كاش كاين تدخل مصري تركي إماراتي il y a des ingérences multiples françaises, otanesques, tout ce qu'on veut. Exactement. Mais il n'y a aucune influence stratégique algérienne, ou alors elle est vraiment imperceptible. Au Sahel, c'est la même chose. Je crois qu'au Sahel, les manœuvres de déstabilisation qui étaient le fait des services algériens au début des années 2000 ont disparu, il n'y a plus rien, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de projeter des troupes, une armée comme l'armée française qui a d'autres moyens, un autre encadrement et d'autres capacités, elle est embourbée au Sahel, elle est ensablée au Sahel. Comment voulez-vous qu'une armée comme la nôtre puisse jouer un rôle important, jouer un rôle décisif dans des affaires aussi compliquées? Est-ce que nous avons, nous, en tant que pays, intérêt à envoyer à entrer directement, à prendre parti dans des conflits qui appellent des solutions politiques avant tout? C'est dans ce cadre qu'ils ont modifié la Constitution, etc. Je ne sais pas dans quel cadre. S'ils veulent, moi, je sais que tous les régimes qui se sont effondrés, ce sont ceux qui ont envoyé des troupes à l'étranger. On sait très bien que l'URSS a commencé à se désagréger à partir de 1979, quand l'armée rouge est entrée en Afghanistan. On voit bien le sort de la dictature militaire argentine, qui a commencé à faire valoir des droits sur les Malouines. Elle s'est faite rétamer par une armée infiniment plus moderne, et la dictature s'en est allée de ce fait. Donc, l'intervention militaire, à mon avis, elle est plus dans la gesticulation que dans la réalité. Et ces gens qui dirigent l'armée algérienne et le régime algérien ne sont pas complètement fous. Ils savent que c'est un risque qui n'est pas à leur portée. À la belle homme. Ils savent qu'ils ne peuvent pas... Maintenant, je ne sais pas quel est le but de montrer au monde que nous avons des capacités de défense, peut-être pour dissuader quel agresseur, je ne sais pas. Qui est-ce qui aurait intérêt à agresser l'Algérie? Pour quelle raison? L'Algérie est un pays qui se complaît, qui fait la police des migrants pour l'UE, de manière honteuse d'ailleurs, je dois dire. C'est une honte que les services de gendarmerie, les services de police algériens soient en train de pourchasser des frères africains. C'est vraiment une totale reniement de notre tradition historique, même antérieure à la révolution algérienne. Nous avons toujours été une terre d'accueil et d'hospitalité pour tous ceux qui... Là, on met nos forces de sécurité au service d'une politique égoïste, absurde de l'Union européenne, qui pille l'Afrique, qui déstabilise l'Afrique et qui ne veut pas en assumer les conséquences humaines et démographiques. Donc, il y a dans le discours sécuritaire algérien quelque chose de profondément incohérent, de profondément peu convaincant. Bien, Atek Saha, pour rester dans le Hirak, c'est-à-dire la situation politique par rapport au Hirak et tout, on a vu aussi, je ne sais pas, mais là, ou là, عندك تعليق هكا على une affaire de torture qui concerne un jeune qui vient de la révéler il l'a révélé devant le juge, ensuite elle a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Et un petit mot sur la torture. Certains médias ont appelé ça maltraitance. Et puis, est-ce que c'est... j'ai écouté d'autres jeunes parler de violences qui sont faites dans les prisons contre les hirakistes, mais contre les prisonniers même de droit commun.
اسكو عندك تعليق على هذا؟ Bien sûr, moi je suis un des animateurs de Algeria Watch qui documente depuis les années 90 tous les atteintes et tous les dépassements, les atteintes à la dignité humaine, à la personne humaine et tous les dépassements des corps de sécurité dans leur stratégie de répression des expressions politiques en Algérie. Il y a un très grave problème en Algérie, c'est que les services de sécurité et l'armée algérienne sont de ce point de vue les dignes héritiers de l'armée coloniale. La pratique de la torture, la pratique de la violence sur les prisonniers, l'état des prisons algériennes est catastrophique. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas été surpris, malheureusement, par ce qui a été infligé au jeune Walid Nekish. Il n'est pas le seul. Beaucoup n'osent pas parler. Parce que vous connaissez notre société. Il n'est pas encore prêt à accepter un certain nombre de réalités ou de vérités brutales. Mais ce qui se passe dans les commissariats en termes d'atteinte aux droits de l'homme et de violence inacceptable et d'atteinte à la dignité est connu de tous. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, nous, à Algeria Watch, on en a parlé, on a même lancé des pétitions pour que ça s'arrête, pour qu'enfin le peuple algérien soit un minimum respecté par ceux qui sont chargés d'assurer sa sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on torture dans les commissariats? Qu'est-ce que c'est que ce pays où les casernes jouent le même rôle que les casernes coloniales? Les casernes de notre armée nationale sont maintenant salies par des pratiques qui sont absolument inacceptables. Il y a donc un problème grave, mais qui est inhérent à la nature même de ce régime. Je disais tout à l'heure que c'est un régime qui est à la fois un régime de voyous et un régime de clochards. Ce sont des gens qui n'ont pas d'adresse morale, qui n'ont pas de référent éthique. C'est une pratique de la violence, c'est une gestion de garde champêtre coloniale. L'assa et Darbo. Voilà, et adbou. Et quand ils veulent casser la personnalité de quelqu'un, ils lui font des attentats sexuels. Ça marche très bien en Algérie où le harma, le respect, les traditions, il y a un conservatisme très fort qui fait qu'on ne parle jamais de cette dimension-là. La dignité. Toucher à la dignité. Voilà. Donc c'est inacceptable, ça doit être condamné. Je remarque que les organisations de droits de l'homme occidentales, les Amnesty, les Human Rights Watch, etc., sont parfaitement silencieuses. Je constate aussi que les radios, les journaux, etc., sont également silencieux. Hein, si c'était Navalny, ou là, si c'était un Russe, ou là, un Polonais, ou, là, ou un Chinois, on en aurait entendu parler. Or, ces jeunes du Hirak, qui se font torturer, qui se font arrêter, ne sont même pas des islamistes. Les islamistes, les occidentaux sont en guerre contre eux. Voilà. Là, ce sont des gens qui sont de toute obédience. Mais احنا ما دخلناش ما يهمناش التوجيهات الإيديولوجية تاعهم المبادئ. On s'en fiche. Nous, ce qui nous importe, c'est que pas un Algérien ne doit torturer un autre Algérien, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, je suis révolté, indigné, scandalisé que des services de sécurité de mon pays soient dévoyés, soient emploient des pervers et des malades et des dégénérés pour torturer des citoyens qui ne font qu'exprimer pacifiquement leurs opinions. Qu'est-ce que c'est que ces arrestations de gens qui font des blagues sur Facebook? Où va-t-on? Dans quel univers kafkaïen, dans quelle société orwellienne va-t-on? تبعت les محاكمات تاع شباب devant les juges, etc. Des fois, c'est hallucinant. Oh là là. Oui, c'est... Pour un post sur Facebook et on te demande واش مقصود تاعك من البوست هذاك. Non, mais c'est une espèce de paranoïa qui s'est emparée. Bon, le système judiciaire algérien, on sait très bien qu'il est tout sauf une institution. C'est un ramassis de personnes sans morale, sans foi ni loi,
qui sont toutes contrôlées par les services de sécurité militaires, hein, à la Benna. On sait comment ça se passe. Ces juges, ces magistrats, ces procureurs sont directement contrôlés parce qu'on les tient. Ils sont tous plus ou moins achetés. Et donc, pour la plupart, en tous les cas, ils sont prêts à vendre cette espèce de vision paranoïaque qui consiste à penser que les gens qui s'expriment ont tous un agenda secret. Or, 99% des Algériens qui s'expriment sont des patriotes, sont des gens qui ont l'Algérie au cœur et qui n'ont d'autre vision ou souhait que de vivre normalement dans un pays normal. Pas un pays qui pousse sa jeunesse à monter sur des barques pour risquer sa jeunesse, et pas seulement sa jeunesse, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est des familles entières qui tentent la traversée clandestine de la Méditerranée. C'est extraordinaire, quand même. Bébés entre les mains. Des bébés, oui, on est en train de vivre des spectacles invraisemblables. Et ceux-là osent chercher des arrière-pensées chez des gamins qui s'expriment sur Facebook. Shabab Ga'a, pour les citer, juste des exemples, Oui, Brahim L'Alami ou Mohamed Tajadid et tout, ils ont tous été tentés par le Harga, ils ont tous, L'Alami il a été récupéré dans le Bahar ou l'autre, kif, c'est-à-dire c'est des jeunes, ils en sont arrivés à un bout. Bien entendu. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette dérive policière du régime et normalement porteuse de tous les dépassements possibles. Et le régime, on est responsable. Je ne sais pas, c'est-à-dire les Algériens خرجوا في 2019 باش يغيروا النظام هذا. C'est une question un peu terre à terre ولا c'est-à-dire عندهم الحق باش يغيروا النظام هذا, c'est-à-dire ils ont des raisons de le changer. Et qu'est-ce qui fait que les Algériens منين جا الحراك هذاك تاع le 22 février ou le 16 février 2019? Le Hirak, c'est un processus de maturation politique extrêmement lent. Les Algériens, aujourd'hui, enfin, la genèse du Hirak, les origines du Hirak sont connues de tous. Je ne vais pas répéter ici ce que tous les Algériens savent. Ce que je veux dire, c'est que les Algériens sont un peuple aujourd'hui éduqué. Hein? C'est un peuple qui est ouvert sur le monde. C'est un peuple qui sait ce qui se passe ailleurs. Quelqu'un m'avait fait une observation lors des premières manifestations du Hirak en voyant les jeunes étudiants et étudiantes. C'est la première génération d'Algériens dont les mères sont massivement alphabétisées. Il y a un changement qualitatif qui s'est opéré par la massification de l'enseignement, par aussi, il faut le dire, l'ouverture sur le monde permise par les nouvelles technologies, par Internet, etc. Mais les Algériens veulent vivre normalement. Ils veulent un État qui assure l'avenir des jeunes générations. Ils veulent une répartition efficace des ressources rares. Ils veulent que le pays s'engage dans des dynamiques de construction et de progrès. Ils veulent vivre une vie normale, ils veulent vivre comme les jeunes en Europe, comme les jeunes ailleurs. C'est normal. En tant que parent, vous ne pouvez pas espérer une vie pire pour vos enfants que celle que vous avez eue. Or, qu'est-ce que propose ce régime? Il propose une longue, éternelle dégradation des conditions qui fait qu'aujourd'hui, les Algériens sont obligés de manifester. Les Algériens, ils n'ont pas manifesté par plaisir. Ils n'ont pas manifesté. C'est ça la question, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les Algériens kharjou haka? Parce qu'ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants. البارح شفت une vidéo live في الجزائر, والله العظيم شفتهم الجزائريين هذاك مواطنين, il y avait des vieux, des jeunes et tout, كانوا يغنيوا les trucs تاع la manif هذيك. Mais il y avait leur cœur qui sortait comme ça, donc oui, c'est impressionnant. Mais bien sûr, on le savait, on sentait ce ras-le-bol. Depuis, ce régime est un régime d'une indécence sans nom. Ce que ce régime a imposé aux Algériens à partir du coup d'État du 11 janvier 92 est d'une indécence et d'une obscénité politique
absolument innommables. Ils ont infligé une guerre terrifiante contre la société pour casser un processus électoral que l'on conteste ou que l'on ne conteste pas, mais il était là. Ils ont cassé une dynamique démocratique pour installer un bain de sang. Ils ont eu des milliards de dollars qu'ils ont dépensés en pure perte dans la corruption, le vol et le détournement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons peu à peu dans une situation pré-catastrophique. Donc, si vous voulez, les Algériens, ils ont toutes les raisons du monde de se révolter. Et ils se sont révoltés de manière intelligente, ils se sont révoltés de manière constructive, en ne demandant pas en demandant un État civil, un État de droit. Ils sont intelligents. Si ce régime avait en lui-même des hommes ou des capacités de renouvellement et de régénérescence, on les aurait vus. On a bien vu le régime russe effondré sous Yeltsin, complètement à la dérive. On l'a bien vu se réveiller en installant peut-être un homme autoritaire ou en installant un système autoritaire mais efficace, qui a redonné de l'espoir, qui a redonné du travail, qui a amélioré la situation et la condition des populations. Or, ceux-là, ils en sont totalement incapables. On voit bien, c'est leur seule et unique raison d'être, aux ceux qui dirigent le régime actuel, c'est la fuite en avant, c'est contrôler le pouvoir jusqu'à la dernière goutte de pétrole. Après, quand tu n'auras plus de pétrole, exactement. Mais on va essayer de finir tout à l'heure avec une petite question sur la situation économique. Et puis, je veux savoir quelle pourrait être l'évolution. Mais à propos toujours du Hirak et tout, il y a quand même, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est un petit peu ma façon de dire, il y a une sorte de défi. Les Algériens, ils sont face quand même à un défi parce qu'il s'agit de changer le régime et de passer dans un état civil, un état de droit et qui garantit à peu près les choses fondamentales pour les citoyens. Les Algériens sont quand même face à un défi parce qu'ils doivent réussir quand même un changement politique, une transition, comme on pourrait l'appeler, et que le régime a peur en fait du mot transition. Est-ce que Ntaïa Tchoufa, selon l'état actuel des choses, notamment la scène politique telle qu'elle se présente actuellement, est-ce que ce changement, il est possible, il est imaginable? Est-ce que ces mécaniques sont possibles ou là? Tout est imaginable et tout est possible. Les anciens militants, ceux qui ont, les vieux qui ont assisté au déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, beaucoup me disaient qu'en 1952-53, ils étaient désespérés parce que la situation était sans issue. C'était un rêve inatteignable. Aujourd'hui, nous sommes presque dans la même posture intellectuelle. On ne voit pas d'issue à une situation verrouillée. Le Hirak a représenté une tentative, ou représente une tentative de dépassement d'un état de blocage. Malheureusement, pour danser le tango, il faut être deux. Donc le régime refuse, campe. Le régime, c'est un régime, on l'a décrit, on l'a suffisamment... Le régime reste figé. Alors, évidemment, si rien ne change, si rien ne bouge, et si aucune concession n'est opérée, qu'est-ce qui va se passer? Dans un an, quand ils n'auront plus de réserve de change, comment vont-ils faire pour approvisionner le marché en produits de base? C'est tout. Moi, je suis un ancien financier algérien. J'ai connu le financement des importations, notamment de céréales, etc. Je peux vous dire que si vous n'avez pas de cash, vous êtes obligé de vous fournir à crédit, mais que vous ne vous fournissez pas à crédit longtemps. Le crédit pour l'investissement, vous le trouvez, mais le crédit pour la consommation, il s'en va très vite. Donc, comment ils vont faire? Nous sommes extrêmement dépendants de l'extérieur pour à peu près 70% de notre consommation générale, des entreprises et des ménages. Qui va en dire? Aujourd'hui, le budget de l'État, il est construit
à 30 ou là à 40% sur les recettes pétrolières. C'est-à-dire que c'est la fiscalité pétrolière qui finance une partie du budget de l'État, des dépenses de l'État. Aujourd'hui, la fiscalité pétrolière s'est réduite comme peau de chagrin. Toutes les perspectives de production et d'exportation de ressources fossiles sont pessimistes. Où va-t-on? Vers quel scénario se dirige-t-on? Donc, aujourd'hui, il y a des raisons d'être très inquiets. Effectivement, nous le disons depuis plusieurs années, parce que c'est pas en 2020 qu'on a découvert que les perspectives étaient sombres. On l'a su immédiatement dès 2015, quand le pétrole a chuté brutalement et quand l'embellie financière qu'on a connue entre 2001, 2002 et 2013, 2014 s'est interrompue pour ne plus jamais revenir. Qui va en dire? Le compte à rebours a commencé. Voilà. Depuis. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le taux de chômage, notamment des jeunes, est explosif, où la seule solution qu'a trouvé le régime pour essayer de boucher des trous, c'est de faire appel à la planche à billets, c'est-à-dire à imprimer de l'argent sans contrepartie de production. Donc, à nourrir à terme un stock d'inflation qui va déferler sur l'économie algérienne. Le jour où il n'y aura plus effectivement de réserves de change en quantité suffisante pour faire face de manière visible à des importations de produits alimentaires notamment, là on va se retrouver dans des situations très graves. Et à ce moment-là, j'ai bien peur que la non-violence qui est la marque caractéristique de la révolte populaire algérienne se transforme en quelque chose d'autre. Et que ce régime, en s'effondrant, en s'écroulant, écroule aussi le pays avec lui. Il en assumera les responsabilités. C'est pas faute de lui avoir dit attention, attention, attention. Ouais. C'est-à-dire pour aller vers la fin, de l'émission. Une question sur les élites taouana, les élites algériennes et tout, la situation des élites, est-ce qu'elle peut apporter quelque chose? La situation, je pense que même les jeunes, sur les réseaux sociaux et tout, ils font appel aux élites, ils appellent au secours, moi je dirais. Ils disent on a besoin de gens qui assument leurs responsabilités, on a besoin de gens qui formulent nos revendications, etc. Est-ce qu'un théâtre, les élites à 2021 et celles de 2020, 2019, etc., est-ce qu'elles sont à la hauteur? Je ne sais pas ce que ça veut dire élite, c'est un mot qui revient souvent. Il y a deux formules qui reviennent souvent dans le propos des Algériens. C'est classe politique et élite. La classe politique, la classe politique ne naît que dans un cadre d'expression politique sans contrainte, sans trop de contraintes, sans trop de répression, sans trop de verrouillage. Politique. Hein? La classe politique authentique, ce ne sont pas des fonctionnaires désignés par les services de renseignement. Ce ne sont pas des faux partis créés de toutes pièces par les services de renseignement. Ce ne sont pas des personnages médiatiques que vous retrouvez sur la presse soi-disant indépendance d'Alger. Ce n'est pas ces personnalités que vous voyez sur les sites électroniques financés par des oligarques. La vraie classe politique, elle existe dans le peuple algérien, on ne la connaît pas encore. On ne la connaîtra que quand les conditions d'expression seront libérées de la pesanteur de la dictature militaro-policière. Hadi min jiha. Pour ce qui concerne la tabaqa siyasiya nta'na, li ma kash, ma annash. Nokhba, c'est quoi l'élite? L'élite, dans une société normale, sans faire des cours de sociologie, une élite, c'est une catégorie sociale d'intellectuels, de gens qui ont une espèce d'autorité morale, qui se situent entre la société et les pouvoirs. Ils sont là pour exprimer les revendications de la société au pouvoir. Mais pour ça, comme pour la classe politique, il faut qu'il y ait un minimum d'ouverture, un minimum de capacité d'expression libre. Donc, Nokhba, elle existe, mais on ne la voit pas, on ne la perçoit pas. On a bien vu dans le Hirak, avec grand plaisir, de très nombreux universitaires, de très nombreux intellectuels, de très nombreux chercheurs, 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 de très
de nombreux professeurs d'université, de très nombreux étudiants et étudiantes. On a bien vu qu'ils sont là, mais aujourd'hui, les élites, il faut les faire soi-même. Il faut que la population, les jeunes, etc., se les fabriquent tout seuls. Il faut qu'eux-mêmes se transforment en élite pour faire pression sur ce régime. Mais je vous dis que c'est une opération complexe. Ok, très bien. On en prend acte. Moi, je voulais finir sur la relation entre l'Algérie et la France. Je voulais que tu nous en dises juste un petit mot. En fait, on a vu ces derniers temps, si tu permets, ouais, on a vu ces derniers temps la production ici en France, ils ont parlé de mémoire, etc., avec la sortie d'un rapport fait par Benjamin Stora, et ça a créé des débats, ça a, je pense, remis... c'est-à-dire le sujet à la relation entre la France et l'Algérie à la une. Avec un commentaire sur l'échange qui est en train de se faire à ce propos? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de questions politiques fondamentales entre la France et l'Algérie qui ne sont pas résolues. Qui sont liées à l'histoire, c'est vrai, qui sont liées à un héritage tragique, qui est celui de la colonisation. Cet héritage, à mon avis, ne pourra être soldé de manière valable que lorsque l'Algérie, le peuple algérien, aura une représentation légitime. Le jour où l'expression du peuple algérien sera clairement affirmée par des gens qui le représentent. Aujourd'hui, ces gens ne représentent pas le peuple algérien. Ils n'ont pas de légitimité à revendiquer une histoire, à revendiquer un passé aussi glorieux et aussi tragique soit-il. Donc les Français, eux, ils ont un problème de conscience. Leurs élites, parce qu'elles existent, eux, parce qu'ils vivent dans un état de droit, savent qu'ils ont un héritage historique qui n'est pas soldé. Et donc, ils ont un peu de mal face à assumer l'étendue du crime colonial. Donc, nous assistons, et ce rapport Stora est une étape, à une sorte de très lente maturation de la reconnaissance de ce que fut le colonialisme. Elle est d'autant plus lente, cette reconnaissance, que les élites françaises et les élites de pouvoir, les vrais, c'est-à-dire les militaires et les services de renseignement, les élites politiques françaises, ont un rapport spécial et privilégié avec ces élites-là. Les rapports de commissionnement, c'est pas seulement les relations, les réseaux de commissionnement frauduleux, ils ne sont pas seulement algériens, ils sont internationaux. Donc il y a une accumulation de niveaux de relations qui font que cette relation est extrêmement complexe. Nous, en tant qu'Algériens, le rapport Stora, c'est un rapport qui traduit le mal-être des héritiers du colonialisme français. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de conflit de mémoire. C'est comme si on disait à des survivants de Drancy qu'il y a un conflit de mémoire avec les Allemands. Il n'y a pas de conflit de mémoire. Il y a des gens qui ont été génocidés et des gens qui ont été des génocideurs. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont été spoliés et des gens qui ont été des spoliateurs. Donc, il faut appeler les choses par leur nom, assumer franchement l'histoire, sans sombrer dans des considérations d'excuses ou de repentance qui n'ont strictement aucun sens, qui sont de la démagogie destinée si vous voulez, à mobiliser les sentiments d'une partie de l'électorat français. Je ne crois pas que les Algériens aient besoin d'excuses ou Ce sont les Français qui ont besoin d'excuses. Ce sont les Français. C'est le peuple français qui doit être destinataire d'excuses de la part de ses pouvoirs pour lui avoir fait assumer une telle charge historique. Vous vous rendez compte qu'on a envoyé des centaines de milliers de Français en Algérie, dont beaucoup sont devenus des tortionnaires et des assassins. Donc il y a quelque part, le contentieux, il est franco-français. D'accord. Voilà. Ben oui. Voilà. Ok, on va aller à l'avenir.
c'est Omar. À l'avenir, le Hirak, il essaye de faire un changement, de le réussir, etc. Et est-ce que les perspectives économiques que tu as très bien, est-ce que ces perspectives économiques-là peuvent être gérables par une révolution qui aura fait une transition, etc. Alors, je ne sais pas s'il faut parler ou non de transition. Moi, je ne suis pas sur le terrain. J'ai pas le, si vous voulez, j'ai pas le droit de dire il faut une transition, il ne faut pas une transition. Ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu en Algérie avec des gens qui sont actifs et présents sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir, bien sûr qu'il y a un avenir pour l'Algérie. Bien entendu. Cette jeunesse qui a fait le Hirak, ces jeunes qu'on voit, qu'on entend parler sur les réseaux sociaux, ce sont des jeunes extrêmement intelligents, formés, cultivés, beaucoup sont très brillants. Il y a dans ce peuple des ressources et une vitalité extraordinaire. Il n'y a aucune raison de penser que nous n'aurons pas les moyens de prendre en charge notre futur. Je crois au contraire que les capacités populaires sont le meilleur gage, c'est une garantie certaine de réussite de la sortie du sous-développement, de la sortie de cette crise permanente qui est la nôtre, notamment depuis 1988. Donc oui, c'est possible. Des pays qui ont moins bien loti que l'Algérie se sont redressés. Je vous signale que par exemple la Corée du Sud, en 1967, avait un PIB inférieur à celui de l'Algérie à la même époque. Et que aujourd'hui, la Corée du Sud est une puissance économique avec laquelle il faut compter. Il n'y a aucune raison que l'Algérie ne puisse se reconstruire, qui a connu la situation de l'Allemagne en 1945, après une défaite épouvantable, ou celle du Japon. Qui se sont reconstruits et sont devenus des économies extrêmement performantes. Pourquoi cette possibilité serait-elle fermée à l'Algérie et au peuple algérien? Moi, je crois que nous avons les compétences, les ressources, les moyens et l'intelligence politique du peuple et la capacité de sacrifice. Alors évidemment, ça va être difficile, ça va être complexe, c'est pas un chemin pavé de roses et de fleurs, mais je pense qu'il y a des sorties. Il faut rester optimiste. C'est très bien. انت كتبتوا انا كنت نقراه déjà en 2017 كنت تقول بلي c'est-à-dire on ne pourra pas faire de réformes économiques, de redressement économique, etc., sans un préalable politique. Est-ce que c'est encore valable? Est-ce que ça sera valable dans le cadre du Hirak, c'est-à-dire? Bien entendu, ça reste extrêmement valable. Sur Algeria Watch, nous venons de republier ces derniers jours un rapport qui a été fait en 1995 par la grande économiste française Nicole Chevillard sur les structures économiques de l'Algérie. Le rapport est entièrement disponible, téléchargeable en PDF, 1995. Les structures politico-économiques de l'Algérie n'ont pas connu la moindre évolution depuis cette époque. Ce sont les mêmes. Depuis 1995, on a tout entendu. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, on a bradé une partie de l'économie du secteur public, on a ouvert, on a fermé, on a parlé sans cesse de réformes sans en amorcer aucune. On voit bien que ce régime est incapable d'amener une réforme. La réforme est un exercice politique et économique qui doit être porté non seulement par le régime, mais par le peuple tout entier. Donc, le peuple est exclu en Algérie. Le régime ne veut tout sauf se réformer. C'est une bande de voyous. Ils veulent continuer à capter les ressources du pays pour les diriger vers leurs proches, leur clientèle, leur résidence en Europe, leur château en Espagne, etc. C'est un régime de nature complètement parasitaire et criminel. Donc, vous allez demander à Don Vito Corleone ou à Don Vito Genovese de la mafia de se transformer en saint. C'est pas possible. Ces gens-là sont incapables de se métamorphoser. Donc, sans réaménagement politique, sans restructuration politique en Algérie, il est illusoire de parler de réforme. Moi, j'écoute des fois sur les radios, les télés, tout ça, des économistes algériens qui
qui font des longs discours sur comment il faut faire la réforme, etc., sans aborder ce volet politique qui, en principe, bloque la réforme économique. On peut parler, alors c'est les discussions byzantines, on peut parler, si vous pensez que les réformes économiques sont une sorte d'annuaire de méthodes et de techniques, vous faites fausse route. Bien sûr qu'il faut des méthodes, bien sûr qu'il faut des techniques, mais ces techniques, elles se situent dans un cadre. Il faut que les gens qui mettent en œuvre ces techniques les présentent, les exposent et soient capables de rendre des comptes. Il faut qu'il y ait des évaluations. Qui est-ce qui fait les évaluations? À qui on rend compte? Ceux qui feront les évaluations et ceux à qui on rend compte, c'est le peuple algérien à travers ses institutions démocratiques, ses institutions de droit. Or, que vous avez entendu, vous, parler de quelqu'un qui a fait une évaluation des investissements faramineux réalisés sous le règne de Bouteflika? Des bilans et tout ça. Rien. Algérie 2013, Algérie 2012, je me souviens des gros programmes. Voilà, donc, il y a beaucoup de verbes, beaucoup de mots, beaucoup de verbiage, un discours pseudo-technique. Là, je pense qu'on est les champions du monde de ces discours ronflants, etc., qui n'ont aucune traduction sur le terrain. Mais la réalité, c'est qu'il y aura des réformes économiques en Algérie. Il y aura, mais quand nous serons une société politique mature, quand nous aurons atteint l'âge adulte de la politique, c'est-à-dire quand nous serons une société régie par le droit. Ce jour-là, oui. Avant, non. Je comprends, c'est justement ça que demande le Hirak. Bien entendu, c'est le cœur du Hirak. Moi, je pense que Doula Madaniya, Machi Askaria, vous avez tout dit. Nous voulons un gouvernement, une forme d'organisation du pouvoir politique qui soit capable de reddition de comptes. Nous ne voulons pas d'un régime autoritaire, hiérarchique, nous ne voulons pas d'une société de caserne, nous voulons une société moderne de débat, de contestation, de comparaison de programmes. Nous ne souhaitons pas un État divin ou là, un État. Nous voulons une organisation qui nous permette à tous de nous exprimer et de nous opposer de manière pacifique et responsable dans le respect des uns et des autres sur les choix économiques et politiques qui conditionnent l'avenir de nos générations. Très bien, Atek Saha, merci beaucoup, Monsieur Bendera. Atek Saha d'être passé chez nous sur Radio Kalima. J'espère c'était gentil. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler économie, politique, droits de l'homme, etc. Inch'Allah. Inch'Allah. خاوتي ميرسي بوكو دافوار سويفي ليميسيون هذه نتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله. ما تنساوش تقدروا تابونيو لا باج فيسبوك ويوتيوب parce qu'il va y avoir des nouvelles émissions. Restez branchés. Salam alaikum, à bientôt.